Pendant que j'enterrais seul mon fils de 10 ans, ma famille buvait du champagne à l'autre bout de la ville. Puis ma mère m'a envoyé ce message: arrête d'être dramatique. C'est urgent. Elle parlait du fonds en fiducie de $500 000 de mon fils décédé. Je m'appelle Oli, j'ai 36 ans. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous vous êtes déjà senti abandonné par ceux qui auraient dû être là pour vous. Laissez-moi vous raconter ce qu'est la véritable trahison. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. En grandissant, j'étais la responsable, celle qui réussissait, celle qui n'avait jamais besoin d'attention parce que je semblais tout maîtriser. Ma sœur Amanda, qui a maintenant 28 ans, était tout le contraire. Elle était la fragile, celle qui avait besoin d'un soutien et d'une validation constant. Nos parents ont établi cette dynamique très tôt, et elle n'a fait que se consolider en vieillissant. Quand je ramenais un bulletin avec que des A, mon père jetait un coup d'œil, hochait la tête et retournait aider Amanda avec ses devoirs où elle avait une moyenne de C. Ta sœur a besoin de plus d'aide, disait-il. Tu te débrouilles très bien toute seule. Quand j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'État, ma mère a assisté au récital de danse d'Amanda à la place. Il y avait toujours des excuses: Amanda serait dévastée si personne ne venait, ou tu comprends à quel point c'est important pour ta sœur. Je me souviens de ma remise de diplôme de lycée. J'étais major de ma promotion et je devais prononcer un discours que j'avais préparé pendant des semaines. J'ai balayé l'audience à plusieurs reprises, espérant voir les visages de mes parents. Ils sont arrivés juste au moment où je quittais la scène, s'excusant profusément parce qu'Amanda avait eu une petite crise d'angoisse à propos de son prochain spectacle de danse. Le schéma a continué à l'université. Ils ont complètement manqué ma remise de diplôme universitaire parce qu'Amanda avait un petit rôle dans une production théâtrale locale le même week-end. Quand j'ai rencontré David à 22 ans, j'ai cru avoir enfin trouvé quelqu'un qui me voyait, qui m'appréciait pour qui j'étais. Il était gentil, attentif et ambitieux d'une manière discrète. Nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans, et j'ai eu Jake à 26 ans. Mes parents ont assisté à notre mariage, mais j'ai entendu ma mère dire à un parent qu'elle aurait souhaité que j'attende quelqu'un de mieux. David ne venait pas d'une famille riche. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise locale, et aux yeux de mes parents, cela le rendait inférieur. Tu aurais pu épouser quelqu'un qui prendrait soin de toi correctement, a dit ma mère une fois, comme le petit ami d'Amanda, sa famille possède cette société de développement. J'ai essayé d'expliquer que David et moi étions heureux, que nous avions assez, que tout n'était pas une question d'argent ou de statut. Ils n'ont jamais compris. Ma relation avec Amanda s'est encore détériorée après la naissance de Jake. Elle venait nous voir de temps en temps, mais parvenait toujours à faire en sorte que les visites tournent autour d'elle. Si Jake était grognon, elle se plaignait du bruit. S'il était joueur, elle commentait à quel point les enfants étaient épuisants. Elle ne l'a jamais tenu dans ses bras, sauf pour une photo qu'elle pouvait poster sur les réseaux sociaux. Mes parents n'étaient pas de bien meilleurs grands-parents. Ils envoyaient des cadeaux coûteux pour l'anniversaire de Jake et à Noël, mais rendaient rarement visite. Quand ils le faisaient, ils passaient la plupart du temps à parler des dernières réussites ou des difficultés d'Amanda. Jake a vite appris à ne pas attendre grand-chose d'eux, ce qui me brisait le cœur. Quand Jake avait 6 ans, mon mariage avec David s'est effondré. J'ai découvert qu'il avait une liaison avec une collègue depuis plus d'1 an. Le divorce a été douloureux, mais relativement rapide. David a déménagé dans un autre état pour un nouvel emploi peu de temps après, et ses visites à Jake sont devenues de plus en plus rares. Les appels téléphoniques toutes les quelques semaines se sont finalement réduits à des cartes d'anniversaire et de Noël avec des notes impersonnelles. Jake a été blessé au début, mais les enfants sont résilients. Nous avons établi une nouvelle normalité, juste nous deux contre le monde. Pendant tout ce temps, Amanda est restée le centre de l'univers de mes parents. Chaque conversation familiale tournait autour de ses besoins, de ses rêves, de ses problèmes. Quand elle a perdu un emploi, mes parents ont payé son loyer pendant 6 mois. Quand elle a voulu se trouver, lors d'une coûteuse retraite de yoga à Bali, ils ont couvert l'intégralité des frais. Pendant ce temps, lorsque j'ai eu du mal à payer les factures médicales de Jake après une crise d'asthme, ma mère m'a suggéré d'apprendre à mieux gérer mon budget. L'inégalité était flagrante, mais je m'y étais habitué. J'avais cessé d'attendre leur soutien ou leur compréhension des années auparavant. Je me suis plutôt concentré sur la construction d'une vie pour Jake et moi, créant l'environnement familial chaleureux et aimant que j'avais toujours désiré enfant. Je pensais avoir fait la paix avec ma situation familiale. J'avais tort. Après le divorce,
Jake et moi nous sommes installés dans une routine confortable. Je travaillais à temps plein comme graphiste pour une agence de marketing, ce qui me permettait de subvenir à nos besoins tout en conservant des horaires flexibles pour les sorties d'école et les rendez-vous chez le médecin. Nous vivions dans un modeste appartement de 2 chambres à l'est de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais c'était notre foyer. Jake était la lumière de ma vie. Il avait les cheveux bouclés de David et mes yeux verts, une combinaison qui faisait que les inconnus nous arrêtaient dans la rue pour commenter ses beaux traits. Mais c'était sa personnalité qui brillait vraiment. Il était curieux de tout, posant constamment des questions sur le fonctionnement des choses. Mais pourquoi maman était sa phrase préférée, et je ne me lassais jamais de l'entendre. Mon grand-père, le père de ma mère, était le seul membre de la famille qui adorait vraiment Jake. Papy Thomas était différent de sa fille. Là où ma mère était soucieuse de son statut et froide, il était simple et chaleureux. Il avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien et n'avait jamais oublié ses modestes débuts. Chaque dimanche, nous lui rendions visite dans sa maison au bord du lac et Jake s'asseyait à ses pieds, écoutant des histoires sur la construction de maisons ou des parties de pêche d'il y a des décennies. Ce garçon a des yeux de vieux sage, me disait papy. Il fera de grandes choses un jour. Quand Jake avait 7 ans, on a diagnostiqué un cancer du pancréas en phase terminale à papy. Le pronostic était mauvais dès le début, et il savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Un après-midi, alors que Jake jouait au bord du lac, papy m'a appelé dans son bureau. « Oli, je dois te dire quelque chose d'important, » dit-il, sa voix plus faible que la semaine précédente. J'ai créé un fonds en fiducie pour Jake. J'étais surprise. Papy avait toujours été généreux pour les anniversaires et Noël, mais c'était inattendu. Ces 500 000 $, a-t-il continué. J'ai économisé pendant des années, et avec quelques investissements intelligents, ça a bien fructifié. Je veux que Jake ait des options dans la vie. L'université, créer une entreprise. Tout ce qui le rendra heureux. Papy, c'est trop, ai-je protesté. Maman et Amanda seront contrariées si elles l'apprennent. Il a agité la main avec dédain. C'est mon argent, et je peux en faire ce que je veux. De plus, elles sont toutes les deux bien pourvues dans mon testament. C'est séparé. C'est pour Jake, parce que ce garçon est spécial. Le trust a été créé avec des conditions claires. Je serai la fiduciaire jusqu'à ce que Jake ait 21 ans, âge auquel il en aurait le plein contrôle. L'argent ne pourrait être utilisé que pour son éducation, ses besoins médicaux, ou en cas de véritable urgence financière avant cela. Papy a été très précis à ce sujet. Je sais que tu feras ce qu'il faut pour lui, a-t-il dit. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ça. Papy est décédé 2 mois plus tard. Comme prévu, ma mère et Amanda ont été contrariées en apprenant l'existence du trust de Jake lors de la lecture du testament. Elles ont toutes deux reçu des héritages substantiels, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas assez. Pourquoi papa a-t-il fait ça, s'est plainte ma mère par la suite. Jake n'est qu'un enfant. Il n'a pas besoin de ce genre d'argent. Nous aurions pu l'utiliser pour la famille. Je n'ai pas répondu à ses plaintes. Je savais que dans son esprit, la famille signifiait elle et Amanda, pas Jake et moi. Malgré le fonds en fiducie, notre vie quotidienne est restée simple. Je n'ai jamais touché à l'argent, le considérant comme l'avenir de Jake, pas notre présent. Nous avons continué à vivre dans notre appartement, à faire les soldes et à trouver de la joie dans des activités gratuites comme les randonnées, les visites à la bibliothèque et l'exploration des parcs locaux. Jake n'a jamais semblé se soucier que nous n'ayons pas les derniers gadgets ou des vêtements de marque. Il était content de nos voyages de camping dans les parcs nationaux, de nos expériences scientifiques dans la cuisine et de nos soirées cinéma avec du popcorn fait maison. Les centres d'intérêt de Jake ont évolué en grandissant. À 9 ans, il était fasciné par l'astronomie. Nous avons économisé pendant 3 mois pour lui acheter un télescope décent, et il passait des heures sur notre petit balcon à cartographier les étoiles et les planètes. À 10 ans, il était passé à l'écologie, collectionnant des insectes et des feuilles, les cataloguant méticuleusement dans des carnets avec des dessins et des observations soignées. Je veux sauver les forêts tropicales quand je serai grand, maman, m'a-t-il dit un soir alors que je le bordais. Papy a dit que j'allais faire des choses importantes, et sauver des arbres, c'est important, n'est-ce pas? C'est incroyablement important, ai-je convenu en l'embrassant sur le front. Et tu seras extraordinaire pour ça. Pendant ces années, ma famille est restée distante. Mes parents nous invitaient pour les grandes fêtes, mais les rassemblements étaient toujours tendus.
Jake était relégué dans un coin avec sa tablette pendant que les adultes discutaient de la dernière entreprise ou crise d'Amanda. Personne ne demandait jamais quels étaient ses centres d'intérêt ou ses réussites. Personne ne semblait remarquer à quel point il était incroyablement spécial. Le fonds en fiducie n'a jamais été mentionné directement, mais de temps en temps, ma mère faisait des commentaires pointus sur l'argent, gaspillé, ou inutilisé, alors qu'il pourrait profiter à toute la famille. J'ignorais ces allusions. L'argent était l'avenir de Jake, pas une tirelire familiale. Je ne savais pas que ce trust, destiné à assurer l'avenir de mon fils, deviendrait bientôt le centre de la trahison la plus douloureuse de ma vie. C'était un mardi après-midi d'avril. Le printemps était enfin arrivé après un hiver long et rigoureux, et les arbres commençaient tout juste à fleurir. Jake m'avait supplié de le laisser aller à vélo chez son ami Mason après l'école. Ce n'était qu'à 5 rues de là, et à 10 ans, il s'était montré assez responsable pour ce court trajet. « Envoie-moi un message quand tu arrives », lui ai-je rappelé alors qu'il attachait son casque. « Et sois à la maison pour 17h30 pour le dîner. »« Je sais, maman », dit-il avec un léger roulement d'yeux qui était récemment devenu une partie de son répertoire de préadolescent. « Tu me le dis à chaque fois. »« C'est parce que je t'aime à chaque fois », ai-je répondu, notre échange habituel. Il a souri et s'est éloigné en pédalant, se retournant une fois pour me faire un signe de la main avant de tourner au coin de la rue. Ce signe de la main, ce dernier aperçu de son sourire, allait se rejouer sans fin dans mon esprit dans les semaines à venir. J'étais au milieu d'un appel professionnel quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à m'excuser de la réunion pour répondre. « Est-ce que je parle à Holly Patterson ?» a demandé une voix formelle. Mère de Jake Patterson. Le monde a ralenti alors que le représentant de l'hôpital expliquait que Jake avait été heurté par une voiture. Je ne me souviens pas avoir mis fin à l'appel ni avoir attrapé mes clés. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'hôpital. Je ne me souviens que de la prière désespérée qui se répétait dans ma tête. S'il vous plaît, faites qu'il aille bien. S'il vous plaît, faites qu'il aille bien. La salle des urgences était chaotique, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé mon chemin jusqu'à l'accueil. Mon fils, ai-je haleté. Jake Patterson. Il a été amené après un accident de vélo. Le visage de l'infirmière a subtilement changé et mon cœur s'est arrêté. Elle a appelé un médecin et on m'a conduite dans une petite salle d'attente privée. C'est là que j'ai su que c'était grave. Très grave. Le médecin qui est entré était jeune, avec des yeux bienveillants qui contenaient déjà trop de chagrin. Madame Patterson, a-t-il commencé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les mots m'ont submergé comme de l'eau glacée. Tout ce qu'ils pouvaient. Passer. J'ai commencé à secouer la tête avant même qu'il ait fini sa phrase. Jake a subi un grave traumatisme crânien lorsqu'il a été heurté par le véhicule, a-t-il poursuivi doucement. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu le sauver. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Perte ? Un mot si simple pour la dévastation complète de mon monde. Non, ai-je murmuré. Il doit y avoir une erreur. Il faisait juste du vélo. Il portait son casque. Je m'en suis assuré. Le casque a probablement empêché une mort immédiate sur les lieux, a expliqué le médecin. Mais l'impact était trop violent. Les blessures internes étaient catastrophiques. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, à me balancer d'avant en arrière, alternant entre un silence stupéfait et des sanglots déchirants. Une assistante sociale est apparue à un moment donné, offrant de l'eau, des mouchoirs, des ressources pour le conseil en deuil. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous ? A-t-elle demandé doucement. Dans mon état de choc, je leur ai donné le numéro de ma mère. Une partie enfantine de moi croyait encore que dans le pire moment de ma vie, ma mère serait là pour moi, qu'elle me soutiendrait quand je ne pourrais pas tenir debout seul. J'étais dans la chapelle de l'hôpital quand mon téléphone a sonné. La sonnerie de ma mère. J'ai répondu immédiatement. Maman, ai-je suffoqué. Jake est parti. Il est parti. Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Oh, Holly, c'est une terrible nouvelle. Sa voix était sombre, mais contrôlée. Trop contrôlée. Es-tu à l'hôpital maintenant ? Que s'est-il passé ? J'ai expliqué l'accident en phrases entrecoupées, à peine capable de former des pensées cohérentes. Peux-tu venir ? Ai-je finalement demandé. Je ne peux pas faire ça seul. Je ne peux pas, une autre pause. Oh, ma chérie.
Nous sommes en fait sortis avec Amanda en ce moment. Elle visite des lieux de mariage. Tu sais à quel point il est difficile d'obtenir des rendez-vous dans ces endroits. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. Maman, Jake est mort. Ton petit-fils est mort. Je comprends ça, Holly. Et nous sommes très tristes. Mais il n'y a rien que nous puissions faire pour lui maintenant, n'est-ce pas? Amanda planifie ce mariage depuis des mois. Elle est déjà assez contrariée d'avoir dû réduire certains de ses plans en raison de contraintes budgétaires. J'ai raccroché sans répondre. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est durci. J'ai appelé mon amie Sarah à la place, qui a tout laissé tomber et est venue immédiatement. Elle est restée avec moi tout au long du processus insupportable de signer des formulaires, de prendre les dispositions funéraires préliminaires et, finalement, de voir le corps de Jake une dernière fois. Il avait l'air paisible, presque comme s'il dormait, mais l'absence de son énergie, de son mouvement constant et de sa curiosité rendait l'immobilité insupportable. Ce n'était pas mon Jake. Mon Jake, c'était des rires, des questions et des joues barbouillées de terre. Ce n'était que la coquille qu'il avait laissée derrière lui. Au cours des 2 jours suivants, j'ai avancé dans les préparatifs dans un brouillard. Sarah et quelques autres amis se sont ralliés autour de moi, m'aidant dans les tâches impossibles de choisir un cercueil, de sélectionner des lectures, de trouver un costume pour enterrer mon enfant. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception des messages d'amis et des professeurs de Jake. Rien de ma famille, sauf un bref texto d'Amanda. Vraiment désolé pour Jake. Très mauvais timing avec tous les trucs du mariage. J'espère que tu vas bien. Je continuais à m'attendre à ce que mes parents appellent, pour dire qu'ils avaient reconsidéré, qu'ils seraient là pour les funérailles, que la mort de leur petit-fils primait sur les visites de lieux de mariage. L'appel n'est jamais venu. L'accident a fait les nouvelles locales. Le conducteur qui a heurté Jake était un homme âgé qui avait subi un léger AVC au volant. Je ne pouvais pas me résoudre à le haïr. Il était anéanti par ce qui s'était passé. Sa femme me l'a dit quand elle a appelé pour exprimer leur désarroi. Eux aussi vivraient avec ça pour toujours. La nuit précédant les funérailles, je me suis assise seule dans la chambre de Jake, entouré de ses affaires. Son télescope pointé vers la fenêtre, sa collection de roches et de plumes soigneusement disposées sur les étagères. Son tigre en peluche préféré, usé par des années d'amour, assis sur son oreiller. Je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai respiré son odeur, qui flottait encore sur le tissu. Comment étais-je censé vivre dans un monde sans lui? Le jour des funérailles de Jake s'est levé, clair et lumineux, une belle matinée de printemps qui semblait se moquer de mon chagrin. Sarah est arrivée tôt pour m'aider à m'habiller, apportant du café et des bagels que je ne pouvais pas manger. Ma robe noire me semblait trop serrée, trop formelle, trop définitive. Rien ne vous prépare à choisir une tenue pour enterrer votre enfant. La cérémonie était prévue à 11h du matin dans une petite chapelle près de notre appartement. Les professeurs de Jake avaient aidé à coordonner avec les parents de ses camarades de classe, et plusieurs de ses amis devaient y assister avec leur famille. Mes collègues de travail avaient envoyé un magnifique arrangement de tournesol, les fleurs préférées de Jake. Son entraîneur de football avait organisé un hommage spécial de l'équipe. Je suis arrivé tôt pour avoir quelques instants seul avec le cercueil fermé. On m'avait suggéré que je voudrais peut-être le voir une dernière fois avant la cérémonie, mais je ne pouvais pas le supporter. Je voulais me souvenir de lui riant, vivant, pas de la forme immobile que j'avais vue à l'hôpital. Progressivement, les gens ont commencé à arriver. Sarah est restée à mes côtés, me serrant la main quand les mots me manquaient. Le meilleur ami de Jake, Mason, est venu avec ses parents. Le visage du petit garçon était strié de larmes. Il devait dormir à la maison ce week-end, a-t-il murmuré en me serrant dans ses bras. On allait construire une cabane. Ces plans simples, banals, maintenant rendus impossibles, m'ont brisé le cœur une fois de plus. Je n'arrêtais pas de regarder la porte, une partie irrationnelle de moi s'attendant toujours à voir mes parents et Amanda entrer. Même maintenant, même après tout, je ne pouvais pas tout à fait croire qu'ils manqueraient entièrement les funérailles de leur unique petit-fils. La cérémonie a été brève, mais magnifique. L'institutrice de 3e année de Jake a parlé de sa curiosité et de sa gentillesse. Son entraîneur de football a parlé de sa détermination et de son esprit d'équipe. Le père de Mason a lu un livre pour enfants sur les étoiles que Jake avait adoré. Pendant tout ce temps, les places vides au premier rang, là où la famille aurait dû être, criaient plus fort que toutes les paroles aimables prononcées. À la fin de la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers le cimetière pour l'inhumation.
L'air printanier était frais, mais pas froid, avec des oiseaux chantant nonchalamment dans les arbres voisins. Le petit cercueil semblait incroyablement lourd pour les porteurs, comme si le poids du potentiel perdu le rendait plus dense que la physique ne le permettrait. Je me tenais seul au bord de la tombe alors qu'il descendait Jake dans la terre. Sarah m'avait proposé de se tenir à mes côtés, mais j'avais besoin que ces derniers moments soient juste entre Jake et moi. J'ai murmuré mes adieux privés alors que le cercueil descendait, lui promettant que je trouverais un moyen de continuer, de vivre d'une manière qui le rendrait fier. Les employés du cimetière se tenaient à une distance respectueuse, attendant de terminer leur sinistre tâche après mon départ. Je savais que je devais m'éloigner, les laisser finir, mais mes pieds semblaient enracinés au sol. Partir signifiait que c'était vraiment fini, que Jake était vraiment parti. Finalement, Sarah a doucement touché mon coude. « Allons-y » a-t-elle murmuré. « Rentrons à la maison. » J'ai hoché la tête, engourdi, et je me suis tourné pour partir, jetant un dernier regard sur le trou dans la terre qui contenait maintenant mon cœur. De retour à mon appartement, quelques amis proches avaient organisé une petite réception avec des sandwichs et du café. Je me suis déplacé parmi eux comme un fantôme, acceptant les condoléances, hochant la tête aux souvenirs partagés. Mon téléphone était resté silencieux toute la journée, pas même un texto pour demander comment s'étaient passées les funérailles. Puis, alors que les gens commençaient à partir, mon téléphone a émis une notification. Instinctivement, je l'ai vérifié. Une partie de moi espérait que ce serait enfin ma mère. Au lieu de cela, c'était une alerte des réseaux sociaux. Amanda avait identifié notre mère dans une publication. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application. Ils étaient là, ma mère, mon père et Amanda, levant leur verre dans un toast au champagne, souriant largement dans un restaurant élégant. La légende disait, finalisation de la sélection des vins du mariage avec papa et maman. Plus que 6 mois avant d'être Madame William Henderson. L'horodatage indiquait que cela avait été posté juste au moment où le cercueil de Jake était descendu dans la terre. J'ai dû émettre un son, car Sarah s'est soudainement retrouvée à côté de moi, regardant mon téléphone. Elle a eu un hoquet de surprise, puis a rapidement essayé de me prendre l'appareil des mains. « Holly, ne regarde pas ça maintenant, s'il te plaît. » Mais je ne pouvais pas arrêter de regarder. Il souriait, célébrait. Pendant que j'enterrais mon fils, ma famille buvait du champagne et planifiait un mariage comme si de rien n'était. Comme si Jake n'avait jamais existé. Sans réfléchir, j'ai envoyé un texto à ma mère. « Comment pouvez-vous être à une dégustation de vin pendant les funérailles de Jake ? Comment pouvez-vous me faire ça ? » À lui ? Sa réponse est venue presque immédiatement. « Arrête d'être si dramatique, Holly. La vie continue. Nous devons discuter de quelque chose d'urgent avec toi de toute façon. Passe à la maison demain à 14 h. » J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce, où il a heurté le mur et est tombé sur le sol avec un bruit sec. Sarah et mes amis restants ont échangé des regards inquiets. Ils étaient à une dégustation de vin, ai-je dit, la voix creuse. Pendant les funérailles. Ils dégustaient du champagne pendant que je mettais Jake en terre. Sarah m'a entouré de ses bras alors que je m'effondrais, la trahison finale brisant le peu de sang-froid que j'avais réussi à maintenir pendant la journée. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et que mes yeux soient si enflés que je ne pouvais plus les ouvrir. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que l'appartement soit silencieux d'une manière qu'il ne l'avait jamais été quand Jake était en vie, j'ai ramassé mon téléphone là où il était tombé. L'écran était fissuré, une toile d'araignée de lignes déformant l'affichage. Il y avait un autre texto de ma mère. Nous devons discuter du fonds en fiducie de Jake. C'est important. Ne rends pas les choses difficiles. Et soudain, avec une clarté cristalline, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de deuil, de famille, ni même de Jake. Il s'agissait d'argent. Les 500 000 $ que mon grand-père avait laissés pour son arrière-petit-fils. L'argent qui n'était jamais censé être touché avant que Jake n'ait 21 ans. L'argent que, Jake étant parti, ils voulaient maintenant pour eux-mêmes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu ? La prise de conscience que l'intérêt de ma famille à renouer le contact après la mort de Jake ne concernait que son fonds en fiducie m'a tenu éveillé, alternant entre les larmes et une colère blanche. Au matin, j'étais épuisé mais résolu. Je les rencontrerai, j'écouterai ce qu'ils avaient à dire, puis je déciderai comment procéder. J'ai passé la matinée à faire des recherches sur les termes du trust. Papy Thomas avait été prudent et précis dans ses instructions.
En tant que fiduciaire, j'avais maintenant certaines responsabilités et obligations. J'ai appelé la banque qui gérait le trust et j'ai parlé à une conseillère financière qui a exprimé ses condoléances et a expliqué qu'en tant que seule tutrice légale de GEC, je devrais les rencontrer pour discuter de la disposition des fonds. Il devrait y avoir des instructions claires dans les documents du trust concernant les éventualités en cas de décès du bénéficiaire, a-t-elle expliqué doucement. Souhaitez-vous prendre rendez-vous pour les examiner? J'ai pris rendez-vous pour plus tard dans la semaine, puis j'ai essayé de me préparer mentalement à la rencontre avec ma famille. Que attendait-il exactement? Que je leur remette simplement un demi-million de dollars pour le mariage d'Amanda. La seule pensée était si absurde qu'elle en aurait été drôle si elle n'avait pas été si douloureusement révélatrice de leur véritable caractère. À 14 heures précises, je me suis garé dans l'allée de mes parents. Leur maison était la même maison de banlieue de la classe moyenne supérieure dans laquelle j'avais grandi, méticuleusement entretenue pour projeter le succès et la stabilité. Les rosiers, que ma mère chérissait, commençaient à fleurir, soigneusement taillés et fertilisés, comme elle y tenait toujours. J'ai sonné à la porte plutôt que d'utiliser mon ancienne clé. Je n'étais plus la fille qui vivait ici. Je n'étais plus sûr d'être leur fille du tout. Mon père a ouvert la porte, son visage affichant l'expression sévère qu'il utilisait pour les affaires. « Holly, tu es à l'heure. » Bien. Pas de câlin, pas de condoléances, juste une reconnaissance professionnelle de ma ponctualité. Il m'a conduite à la salle à manger où ma mère et Amanda étaient déjà assises à table. Amanda était impeccablement habillée comme toujours, sa bague de fiançailles scintillant à la lumière alors qu'elle tripotait un dossier devant elle. Ma mère a levé les yeux brièvement, puis les a rabaissés sur des papiers. « Assieds-toi, Holly » a-t-elle dit en désignant la chaise vide en face d'elle. « Nous avons des questions importantes à discuter. » Je suis resté debout. Avant de commencer, j'aimerais savoir pourquoi aucun de vous n'est venu aux funérailles de GEC. Ma mère a soupiré de façon dramatique. Nous en avons déjà parlé. C'était simplement trop douloureux pour nous. Et Amanda avait ce rendez-vous prévu depuis des mois. Trop douloureux pour vous, ai-je répété, incrédule. C'était mon fils, mon enfant, et vous n'avez pas pu annuler une dégustation de vin. Ce n'était pas juste une dégustation de vin, a interjeté Amanda. C'était une visite complète du lieu avec la coordinatrice de mariage. Sais-tu à quel point il est difficile de reprogrammer ça? Je l'ai regardée fixement, incapable de comprendre comment elle pouvait croire que les préparatifs de son mariage l'emportaient sur les funérailles de son neveu. Pouvons-nous nous concentrer sur le sujet qui nous occupe? A dit mon père en tapotant la table avec impatience. Nous sommes ici pour discuter du fonds en fiducie. Finalement, je me suis assise. Qu'en est-il? Ma mère a fait glisser un document sur la table. Nous avons demandé à notre avocat de rédiger ceci. C'est un simple transfert d'actifs du trust de GEC vers un compte familial commun. J'ai jeté un coup d'œil au papier mais je n'y ai pas touché. Et pourquoi signerais-je cela? Parce que c'est la bonne chose à faire, a dit ma mère fermement. Cet argent était destiné à la famille. Et maintenant que GEC est parti, il devrait servir à soutenir les besoins de la famille. Comme par exemple? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Amanda s'est redressée sur sa chaise. Eh bien, mon mariage, pour commencer. William et moi voulons une journée parfaite, mais ses parents ne peuvent contribuer que jusqu'à un certain point. Nous avons déjà dû faire des coupes dans tellement de choses. La manière désinvolte dont elle a fait référence à la mort de GEC comme une opportunité de financer son mariage m'a retourné l'estomac. Nous avons dû passer du Ritz au Grand Hôtel, a-t-elle poursuivi, inconsciente de mon expression. Et les fleurs que je voulais sont apparemment hors saison et coûteraient une fortune à importer. De plus, j'avais vraiment jeté mon dévolu sur une robe de créateur. Donc, tu veux utiliser l'argent de mon fils décédé pour payer des fleurs hors saison, ai-je demandé doucement. Ne sois pas grossière, Holly, a sèchement répliqué ma mère. Il ne s'agit pas seulement du mariage. Il s'agit de ce qui est juste. Cet argent devrait profiter à toute la famille, pas seulement rester sur un compte à ne rien faire. Il ne faisait pas rien, ai-je contré. Il assurait l'avenir de GEC, son éducation universitaire, ses rêves. Mais il n'a plus d'avenir, a dit Amanda sans embâche, puis elle a eu la décence de paraître légèrement confuse lorsque nos deux parents lui ont lancé des regards d'avertissement. Ce que ta sœur veut dire, a rapidement interjeté mon père, c'est que les circonstances ont changé. L'objectif de l'argent ne peut plus être atteint comme prévu initialement.
Et vous pensez que Papy Thomas voudrait qu'il soit dépensé pour le mariage d'Amanda? Il voudrait qu'il profite à la famille, a insisté ma mère. Amanda fait partie de la famille. Son mariage est une étape familiale importante. J'ai regardé chacun de leurs visages, cherchant le moindre signe de chagrin, la moindre indication qu'ils comprenaient l'ampleur de ce qui s'était passé. Jake était mort. Mon fils, leur petit-fils et neveu étaient partis pour toujours, et tout ce qui les importait, c'était de savoir comment son argent pouvait maintenant leur profiter. Est-ce que l'un de vous a même pleuré en apprenant sa mort? Ai-je soudainement demandé. Avez-vous ressenti quoi que ce soit? Bien sûr que oui, a dit ma mère, l'air offensé. Nous ne sommes pas des monstres, Holly. Mais pas assez pour assister à ces funérailles. Pas assez pour m'appeler ensuite pour savoir comment je faisais face à l'enterrement de mon unique enfant. Nous t'appelons maintenant, a souligné Amanda. Nous essayons d'aller de l'avant en tant que famille. Non, ai-je dit en me levant. Vous essayez de mettre la main sur l'argent de Jake. C'est tout ce que c'est. Tu es égoïste, a dit ma mère sèchement. Cet argent pourrait aider plusieurs membres de la famille, pas seulement rester sur un compte pour une personne qui n'en a plus besoin. Égoïste, ai-je répété, la voix s'élevant. Mon fils est mort. Mort. Et vous me traitez d'égoïste parce que je ne pense pas immédiatement à la façon dont sa mort pourrait vous profiter financièrement. Baisse la voix, a averti mon père. Il n'y a pas besoin de faire une crise. Pas besoin. Je criais presque maintenant. Vous avez manqué les funérailles de Jake pour une dégustation de vin, et maintenant vous voulez son argent pour des fleurs de mariage, et je ne suis pas censé être contrarié par ça? Si tu ne veux pas être raisonnable, a dit mon père, nous n'aurons pas d'autre choix que de poursuivre des options légales. Notre avocat estime que nous avons un dossier solide en tant que plus proche parent pour demander une redistribution des actifs du trust. Plus proche parent, ai-je ri amèrement. Je suis sa mère. Je suis la fiduciaire. Vous n'avez aucune base légale. Nous verrons bien, a dit ma mère froidement. L'argent de la famille doit rester dans la famille, et puisque Jake n'est plus parmi nous, cet argent devrait revenir au pot commun familial. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Nous en avons fini ici. Ne me contactez plus, sauf pour vous excuser d'avoir manqué les funérailles de votre petit-fils. Tu le regretteras, Holly, a crié mon père après moi. Nous sommes prêts à aller jusqu'au tribunal si nécessaire. Je me suis retourné une dernière fois. Allez-y. Expliquez à un juge comment vous étiez trop occupé à une dégustation de vin pour assister aux funérailles de votre petit-fils, mais pas trop occupé pour essayer de mettre la main sur son argent le lendemain même. Voyez comment ça se passera pour vous. Je suis sorti en claquant la porte derrière moi. Dans ma voiture, j'ai finalement craqué, sanglotant sur le volant. J'avais perdu non seulement mon fils, mais aussi toute ma famille d'origine en l'espace d'une semaine. La profondeur de leur trahison était presque aussi douloureuse que mon chagrin. Presque, mais pas tout à fait. Rien ne pouvait se comparer au vide que l'absence de Jake avait créé. Et j'étais déterminé à ce que sa mémoire et le cadeau que son arrière-grand-père lui avait laissé soient honorés comme il se doit, quoi que ma famille essaie de faire. 3 jours après la réunion désastreuse avec ma famille, j'ai reçu une lettre officielle de leur avocat. Le langage était froid et technique, exigeant que je libère les actifs du Patterson Minor Trust, dans le Fonds général familial, dans les 30 jours, sous peine de poursuite judiciaire. Elle incluait des références vagues à une détresse mentale et émotionnelle, m'empêchant de prendre des décisions financières saines, suite à la mort de Jake. Il suggérait que j'étais trop bouleversé pour gérer correctement le trust, que mon chagrin obscurcissait mon jugement. C'était manipulateur et cruel, utilisant ma douleur comme une arme contre moi. J'ai apporté la lettre à mon rendez-vous avec le service des trusts de la banque. La conseillère financière, une femme aimable nommée Marjorie qui avait connu mon grand-père, a été visiblement dérangée par son contenu. Cela n'a aucune valeur juridique, m'a-t-elle assuré après l'avoir lu. Le document du trust est parfaitement clair. En cas de décès de Jake avant l'âge de 21 ans, vous, en tant que mère et fiduciaire, devenez la seule bénéficiaire. Votre grand-père a été très précis à ce sujet. Pourquoi a-t-il fait ça? Ai-je demandé, surprise. Je ne connaissais pas ce détail. Il m'a dit qu'il faisait confiance à votre jugement, a expliqué Marjorie. Il a dit, si l'impensable arrivait et que Jake décédait jeune, tu saurais mieux que quiconque comment honorer sa mémoire avec les fonds. Cette connaissance était à la fois réconfortante et accablante.
Papy Thomas m'avait fait entièrement confiance, prévoyant même des scénarios trop douloureux pour être envisagés. Que dois-je faire à ce sujet, ai-je demandé en désignant la lettre. Je vous suggère de consulter un avocat spécialisé en trust. Je peux vous en recommander un excellent qui se spécialise dans ces affaires, mais sachez que légalement, votre position est très solide. Ils n'ont aucun droit sur ces fonds. J'ai suivi son conseil et j'ai rencontré l'avocat Daniel Weber le lendemain. Il a examiné les documents du trust, la lettre de l'avocat de mes parents et a écouté attentivement mon explication des dynamiques familiales. Malheureusement, je vois des cas comme celui-ci plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit quand j'ai eu fini. L'argent a le don de faire ressortir le pire chez les gens, surtout lorsque le deuil est impliqué. Peuvent-ils vraiment m'emmener au tribunal pour ça, ai-je demandé. Ils peuvent essayer, a-t-il reconnu. N'importe qui peut intenter un procès pour presque n'importe quoi. Mais gagnerait-il? Absolument pas. Le document du trust est inattaquable, et votre grand-père savait clairement ce qu'il faisait quand il l'a établi. De plus, aucun juge ne verrait d'un bon œil leur comportement entourant les funérailles de Jack. Il a rédigé une réponse officielle à leur avocat, affirmant mes droits en tant que fiduciaire et bénéficiaire et mettant en garde contre tout harcèlement ou menace légale supplémentaire. J'ai quitté son bureau en me sentant un peu plus en contrôle, mais le bilan émotionnel s'alourdissait. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à s'illuminer de messages de membres de la famille élargie. Apparemment, mes parents avaient commencé à diffuser leur version des événements, que j'étais émotionnellement instable suite à la mort de Jack, que j'accaparais l'argent de la famille qui pourrait profiter à tout le monde, que j'étais égoïste et déraisonnable. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message, « Ta mère est si inquiète pour toi, ma chérie. Pourquoi ne pas les laisser t'aider à prendre des décisions jusqu'à ce que tu aies les idées claires à nouveau ?» Un cousin a écrit, « La famille devrait se soutenir mutuellement. » Le mariage d'Amanda apporterait de la joie à tout le monde pendant cette période difficile. Même le frère de mon père, l'oncle Pet, qui avait toujours été gentil avec moi, a appelé pour suggérer que je considère la situation dans son ensemble, et que je fasse ce qui est le mieux pour l'harmonie familiale. Aucun d'entre eux n'a mentionné Jack. Aucun d'entre eux n'a demandé comment je faisais face à la perte de mon enfant. Tout tournait autour de l'argent, à peine voilé par une fausse inquiétude pour mon état mental. J'ai arrêté de répondre aux messages. J'ai rendu mes paramètres de réseaux sociaux privés. J'ai transféré tous les appels des membres de la famille vers la messagerie vocale. J'avais besoin d'espace pour pleurer mon fils sans la pression et la manipulation constante. Le sommeil est devenu insaisissable. Je restais éveillé, rejouant des souvenirs de Jack, puis passant à l'anxiété concernant les menaces légales, puis de nouveau au deuil. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Linette, spécialisée dans le deuil parental. Lors de notre première séance, je pouvais à peine parler à travers mes larmes. À la troisième, j'étais capable d'articuler les deux traumatismes que je vivais, la perte de Jack et la trahison de ma famille. Ce que vous traversez est incroyablement difficile, m'a-t-elle dit. Le deuil seul est accablant. Y ajouter un conflit familial crée un traumatisme composé. Soyez douce avec vous-même pendant ce processus. J'ai l'impression de me noyer, ai-je admis. Certains jours, j'ai à peine la force de sortir du lit. C'est normal, m'a-t-elle assuré. Mais je suis préoccupé par le stress supplémentaire que votre famille vous impose. Avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire avec le trust? Je ne m'étais pas encore autorisé à y penser. L'argent représentait l'avenir de Jack, un avenir qui n'existait plus. Faire des plans pour cet argent me semblait être une autre forme d'adieu. Pendant ce temps, la pression de ma famille s'intensifiait. Amanda a commencé à publier des commentaires voilés sur les réseaux sociaux à propos de « membres de la famille toxique » et de « comportement égoïste pendant sa période spéciale ». Ma mère laissait des messages vocaux quotidiens, alternant entre tentatives de culpabilisation et menaces à peine voilées. « Tu brises le cœur de ton père », disait un message, « après tout ce que nous avons fait pour toi ». Un autre était plus direct. Notre avocat dit que nous avons plusieurs options à poursuivre. Cela pourrait devenir très désagréable, Holly. Est-ce vraiment ce que tu veux? Un message particulièrement douloureux est venu d'Amanda. J'ai dû annuler la compte pour le lieu de mes rêves à cause de toi. J'espère que tu es contente. C'était censé être le jour le plus important de ma vie, et tu le gâches parce que tu ne peux penser à personne d'autre qu'à toi-même. L'ironie de son accusation d'égoïsme alors qu'elle se plaignait de lieu de mariage 3 semaines après la mort de mon fils était à couper le souffle.
L'avocat Weber m'a conseillé de tout documenter, sauvegarder tous les messages, enregistrer les dates et heures des appels, conserver des copies de toute correspondance écrite. S'ils essaient de porter cela devant les tribunaux, leur propre comportement jouera contre eux, m'a-t-il assuré. Mais je ne voulais pas d'une bataille juridique. Je ne voulais pas plus de conflits. Je voulais qu'on me laisse seul, pour pleurer mon fils, pour comprendre comment vivre dans un monde sans lui. Chaque once d'énergie que je dépensais à me défendre contre les attaques de ma famille était de l'énergie retirée au traitement de mon deuil. Après une journée particulièrement difficile où mon père avait appelé mon lieu de travail pour essayer de parler à mon patron de mon comportement inquiétant, heureusement, mon patron a été compréhensif et a protégé ma vie privée, j'ai craqué pendant ma séance de thérapie avec le docteur Linette. Je ne peux pas continuer comme ça, ai-je sangloté. Je ne peux pas les combattre et pleurer Jake en même temps. C'est trop. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, m'a-t-elle rappelé. Mais peut-être que prendre une décision concernant le trust vous apporterait un peu de paix. L'éliminerait comme point de conflit. Que feriez-vous, lui ai-je demandé. Je ne peux pas vous le dire, a-t-elle dit doucement. Mais je peux vous demander ce qui honorerait la mémoire de Jake. Que voudrait votre grand-père? Et plus important encore, qu'est-ce qui vous apporterait une certaine mesure de guérison dans cette situation impossible? Ces questions m'ont hanté pendant des jours alors que j'essayais d'imaginer un chemin à suivre. Qu'est-ce qui honorerait Jake? Certainement pas le financement du mariage extravagant d'Amanda. Que voudrait Papy Thomas? Que l'argent fasse une différence positive. J'en étais sûr. Qu'est-ce qui m'aiderait à guérir? Trouver un sens à la vie trop courte et à la mort tragique de Jake. Lentement, une idée a commencé à se former. Une façon d'honorer à la fois Jake et mon grand-père. Une façon de transformer ce conflit douloureux en quelque chose de significatif. Une façon de reprendre le contrôle et de fixer des limites avec ma famille toxique une fois pour toutes. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat Weber pour discuter de mon plan, puis j'ai envoyé un message à mes parents. J'ai pris une décision concernant le trust. Retrouvez-moi au restaurant Giovanni's jeudi à midi. Ce sera notre dernière discussion sur le sujet. Giovanni's était un lieu public où il ne pourrait pas faire de scène, et j'aurai enfin mon mot à dire. Le jeudi est arrivé, et avec lui un étrange sentiment de calme. J'avais passé la soirée précédente à regarder des photos de Jake, à lui parler de mon plan, cherchant un signe d'approbation de l'univers. Une étoile filante avait traversé le ciel alors que je me tenais sur mon balcon, et j'ai choisi de le prendre comme un présage positif. Je suis arrivé chez Giovanni's avec 15 minutes d'avance, accompagné de l'avocat Weber. Nous avons choisi une table dans un coin avec une bonne visibilité de l'entrée, mais suffisamment d'intimité pour notre conversation. Il avait apporté les documents nécessaires sur la base de notre discussion précédente. « Êtes-vous sûr de cela » m'a-t-il demandé une dernière fois. J'ai hoché la tête, complètement sûr. Cela me semble juste. Mes parents sont arrivés exactement à midi, ponctuels comme toujours. Amanda était avec eux, arborant une expression qui oscillait entre la suffisance et une tristesse feinte. Ils m'ont repéré et se sont dirigés vers nous, hésitant légèrement en remarquant l'avocat Weber. « Qu'est-ce que c'est » a exigé mon père en arrivant à la table. Nous avions convenu d'une discussion familiale, pas d'une embuscade juridique. « Veuillez vous asseoir » ai-je dit calmement. « Cela ne prendra pas longtemps. » Ils ont échangé des regards, mais ont pris leur siège. Un serveur s'est approché pour prendre les commandes de boissons, mais mon père l'a renvoyé d'un geste impatient. « Nous sommes pas là pour socialiser » a-t-il dit. « Nous sommes ici pour résoudre la situation du fonds en fiducie. » « Oui, c'est exact, ai-je convenu. Et j'ai pris ma décision. »« Tu vois enfin la raison » a demandé ma mère, une note de triomphe dans la voix. « D'une certaine manière » ai-je répondu. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que Jake aurait voulu, à ce que Papy Thomas avait l'intention de faire, et à ce qui me permettra d'aller de l'avant avec ma vie. Amanda s'est penchée en avant avec impatience. « Alors, tu vas transférer les fonds ?»« Non, ai-je dit simplement. Je ne vous transférerai aucun argent, ni pour votre mariage, ni pour tout autre but. » Le visage de mon père s'est assombri. « Alors pourquoi sommes-nous ici si c'est juste pour être obstinés ? » Laissez-moi finir, ai-je interrompu, me surprenant par ma fermeté. J'ai décidé de créer le fonds de bourse commémoratif Jake Patterson pour les enfants qui ont perdu des parents ou des frères et sœurs dans des tragédies inattendues. Le silence est tombé sur la table. Ce n'était clairement pas ce à quoi ils s'attendaient.
Les 500 000 $ constitueront la base d'une dotation, ai-je poursuivi. Les intérêts financeront des bourses annuelles pour aider des enfants comme Jake à poursuivre des études en sciences de l'environnement, en astronomie ou en conservation écologique, tous des domaines qui le passionnaient. Tu ne peux pas faire ça, a balbutié ma mère. Cet argent appartient à la famille. En fait, si, elle le peut, est intervenu l'avocat Weber. En tant que seul bénéficiaire suite au décès de Jake, Madame Patterson a toute l'autorité légale pour déterminer comment les fonds sont utilisés. Nous nous battrons contre ça au tribunal, a menacé mon père. Vous êtes libre d'essayer, a répondu l'avocat Weber. Mais je dois vous informer que nous avons documenté toutes vos communications depuis la mort de Jake, y compris votre absence à ses funérailles, vos activités de célébration pendant la cérémonie et vos demandes ultérieures d'argent. Aucun juge ne verra votre cas d'un œil favorable. Le visage d'Amanda était devenu rouge de colère. Alors, tu vas juste donner un demi-million de dollars à des inconnus? Et la famille? Et mon mariage? Je l'ai regardé avec une pitié sincère. Jake était de la famille. Mon fils, ton neveu. Il est mort et aucun de vous n'a daigné assister à ses funérailles parce que vous étiez trop occupé à planifier ton mariage. Et le lendemain même, vous avez commencé à comploter pour obtenir son argent. Ce n'est pas de la famille, Amanda. C'est de l'opportunisme. Comment oses-tu? A commencé ma mère, mais je l'ai coupé. Je n'ai pas fini. Le fonds de bourse sera annoncé la semaine prochaine avec une cérémonie officielle le jour de ce qui aurait été le 11e anniversaire de Jake. Vous êtes les bienvenus, mais je ne m'attends pas à ce que vous veniez. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Ce sont des copies des documents du trust, de l'avis juridique de l'avocat Weber et des documents établissant le fonds de bourse. C'est déjà fait. Le transfert des actifs est en cours de traitement. Mon père n'a pas touché le dossier. Si tu fais ça, Holly, tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai soutenu son regard fermement. J'ai cessé de faire partie de cette famille au moment où vous avez choisi une dégustation de vin plutôt que les funérailles de votre petit-fils. Tu as toujours été difficile, a dit ma mère froidement. Toujours à penser que tu es meilleur que tout le monde. Non, maman. J'attendais juste une décence humaine élémentaire de la part des gens qui étaient censés m'aimer. C'était clairement trop demandé. Je me suis levé, signalant la fin de notre réunion. Je vous contacterai plus. S'il vous plaît, n'essayez pas de me contacter. Toute communication ultérieure doit passer par l'avocat Weber. Tu le regretteras, a sifflé Amanda. Quand tu seras toute seule sans famille pour te soutenir, tu regretteras de ne pas avoir fait un autre choix. J'ai regardé son visage triste et en colère et j'ai ressenti une vague de compassion inattendue. Je suis déjà seule, Amanda. Vous vous en êtes tous assurés lorsque vous m'avez abandonné au pire moment de ma vie. La différence, c'est que maintenant, je choisis d'être seul plutôt que de me le faire imposer. Nous avons quitté le restaurant, l'avocat Weber et moi, sortant dans le soleil éclatant de l'après-midi. Pour la première fois depuis la mort de Jake, j'ai ressenti une petite lueur de paix. Pas du bonheur, loin de là, mais le petit sentiment que j'allais dans la bonne direction. L'année qui a suivi a été la plus difficile de ma vie. Le deuil ne suit pas un calendrier bien ordonné ni un schéma prévisible. Certains jours étaient presque supportables. D'autres me ramenaient à cette première agonie brute. J'ai gardé la chambre de Jake intacte pendant 6 mois avant de trouver enfin la force de trier ses affaires, gardant les objets les plus précieux et donnant le reste aux enfants dans le besoin. Le fonds de bourse commémoratif Jake Patterson est devenu mon but. En travaillant avec des conseillers pédagogiques et financiers, j'ai mis en place un comité de sélection et des critères pour les bénéficiaires. Les premières bourses seraient attribuées à l'occasion du 1er anniversaire de la mort de Jake. Une façon de créer quelque chose de significatif à partir du jour le plus sombre de ma vie. J'ai continué la thérapie avec le docteur Linette, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les parents ayant perdu des enfants et j'ai lentement commencé à reconstruire une vie autour du vide en forme de Jake dans mon cœur. Sarah est restée une amie fidèle, et d'autres amitiés se sont approfondies à mesure que les gens se sont montrés présents pour moi d'une manière que ma famille n'avait jamais eue. Fidèles à leurs paroles, mes parents et Amanda ont coupé tout contact. J'ai appris par des connaissances communes qu'Amanda s'était en effet mariée lors d'une cérémonie beaucoup plus modeste que ses plans initiaux. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une tristesse sourde de voir à quel point l'argent avait empoisonné ce qui aurait dû être des relations aimantes. Au 1er anniversaire de la mort de Jake, je me suis rendu sur sa tombe tôt le matin,
avant la cérémonie de remise des bourses prévue pour l'après-midi. J'ai apporté ses tournesols préférés et je me suis assise à côté de la petite pierre tombale, traçant son nom avec mon doigt. On remet les premières bourses aujourd'hui, mon grand, lui ai-je dit, les conversations à sens unique étant devenues un réconfort au fil des mois. 5 enfants qui ont traversé des épreuves difficiles, tout comme toi. Ils veulent tous rendre le monde meilleur, tout comme tu le voulais. Une douce brise a fait bruire les arbres au-dessus de ma tête, et j'ai choisi de l'interpréter comme l'approbation de Jack. Tu me manques chaque jour, ai-je continué. Mais j'essaie de vivre d'une manière qui te rendrait fier. J'essaie de m'assurer que quelque chose de bon ressorte de tout cela. Plus tard dans la journée, alors que je remettais les certificats aux 5 premiers boursiers, j'ai senti la présence de Jack si fortement que cela m'a presque coupé le souffle. Ces jeunes gens brillants et déterminés, qui avaient chacun fait face à une perte tragique, trouvaient des moyens d'avancer sans oublier ceux qu'ils avaient perdus. Ils étaient l'incarnation vivante de la résilience que je luttais encore à construire. L'une d'entre eux, une jeune fille de 12 ans qui avait perdu ses 2 parents dans un incendie de maison, m'a serré fort dans ses bras après avoir reçu son certificat. « Merci », a-t-elle murmuré. Je promets que je rendrai Jack fier. Et à ce moment-là, j'ai compris la vérité qui guiderait le reste de ma vie. La famille, ce n'est pas toujours les liens du sang. Parfois, ce sont ceux qui sont là quand vous êtes brisé. Parfois, ce sont ceux qui vous aident à honorer les souvenirs de ceux que vous avez perdus. Parfois, c'est créer des liens à partir d'une douleur partagée. Chaque fois que je décerne une nouvelle bourse au nom de Jack, je vois son sourire se refléter sur les visages pleins d'espoir des bénéficiaires. Chaque fois qu'un ancien boursier envoie des nouvelles de ses études ou de ses réussites, je sens la curiosité et l'enthousiasme de Jack continuer à vivre à travers leur travail. Mon fils n'a vécu que 10 ans, mais grâce à ce fonds, son héritage se poursuivra pendant des générations. Les 500 000 $ que mon grand-père lui a laissés aideront des centaines d'enfants au fil du temps, créant un effet d'entraînement d'opportunité et de guérison qui s'étend bien au-delà de ce que n'importe quel mariage ou vacances en famille aurait pu accomplir. Parfois, les blessures les plus profondes peuvent devenir des portes vers notre plus grand but. Parfois, les trahisons les plus cruelles peuvent nous conduire à nos liens les plus vrais. Et parfois, lorsque nous perdons tout ce que nous pensions important, nous découvrons que ce qui importait vraiment était tout autre chose. Si vous avez déjà fait face à la trahison de ceux qui auraient dû vous aimer le plus, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous luttez pour trouver un sens après une perte, sachez que c'est possible, même lorsque cela semble impossible. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant comment vous avez géré un conflit familial ou honoré quelqu'un que vous avez perdu. Aimez et abonnez-vous si cette histoire a résonné en vous, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que même dans nos moments les plus sombres, un chemin vers l'avant est possible. Merci d'avoir été témoin de mon parcours, et puissiez-vous trouver la force pour le vôtre.